Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'on dormait un petit peu sur le succès de votre groupe de K-pop préféré? Je vous rassure, pour certains groupes, ce n'est pas qu'une impression. Entre mauvaise gestion de comeback, amortissement des budgets, négligence du pouvoir des fanbases, on peut dire que certaines agences ont limité, voire saboté leur groupe de K-pop. Certains de leurs groupes de K-pop. Si on va analyser comment le management peut nuire à certaines carrières dans une industrie ultra consommatrice et productive, là où le talent ne suffit plus pour réussir. Coucou, moi c'est Dulce Maria. Étant une étudiante en management de la mode, je suis souvent confrontée à devoir analyser des marques en pleine crise ou en pleine ascension pour m'inspirer de leurs modèles ou au contraire tirer des leçons de leurs erreurs. Et s'il y a quelque chose que j'ai remarqué tout au long de l'année, c'est qu'une célébrité, généralement, c'est une marque. Ça a presque le même modèle de fonctionnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se pencher sur certains groupes qui je considère comme des cas d'école en termes de management et de commercialisation des idoles de K-pop. Et aujourd'hui, on va parler chiffres, on va parler nombre de ventes, on va se la donner dessus parce que je pense que les chiffres, parfois, ça nous aide à visualiser un peu plus l'impact d'un succès ou d'un échec commercial. Bref, tout ça étant dit, on va directement attaquer avec un groupe encore récent et encore en activité, ITZY. Alors, ITZY, c'est un girls band composé de 5 membres qui ont fait leur début en 2019 sous le JYP Entertainment. C'est un groupe qui se compose de Yeji, Lia, Ryujin, Chaeyoung et Yuna. Le concept du groupe, c'est un peu la girl crush qui a confiance en elle, qui prend le pouvoir et ça a directement fonctionné avec leur premier single, Dala Dala. Ils se sont un peu imposés comme les monster rookies de la 4e génération. Et dès le départ, ils ont eu un énorme succès international parce qu'en fait, ça a été un groupe qui a été un peu pensé pour être un peu la relève de Twice, tout en étant axé sur Blackpink et 21. Je vous explique. C'est un peu comme si Twice avait une petite sœur qui avait grandi en écoutant Blackpink et 21 et qui du coup construit son image à travers ça. Je sais pas si ça vous aide un petit peu. Et comme je vous ai dit, ça fonctionne. Il y a eu, on va dire, 3 ères différentes dans ITZY. Il y a eu les premières années, donc comme je vous ai dit, le single Dala Dala, ça a été un succès. La même année, elles sortent un album qui s'appelle It's Icy, qui fait 187 000 ventes, ce qui est vraiment pas mal pour un début. Ensuite, en 2020, elles font It's Me, qui a un tout petit peu moins vendu, donc à 183 000 ventes, mais qui pour autant en reste très convenable. En 2020, elle nous sort un album qui s'appelle Not Shy, qui fait 240 000 ventes, suivi de Guess Who en 2021, qui fera 330 000 ventes. Et la même année, Crazy in Love, qui là fera 500 000 ventes. Elles ont doublé leurs ventes avec Crazy in Love, qui vraiment était un certain pic de cette ère de ITZY. Ensuite, il y a Checkmate. Là, elles ont doublé les ventes. Elles font leur premier million en 2022. Avec Cherries, elles égalent aussi le million. Je sais pas si on dit Cherries ou... Voilà, peut-être que je mettrai un truc de comment ça se prononce. Récemment, elles ont sorti Kill My Doubt, qui lui a fait 823 000 ventes. Donc un tout petit peu moins que les 2 albums précédents, mais tout autant convenable. Tout autant convenable, on peut le dire. On remarque qu'en 5 ans, elles ont vraiment réussi à augmenter le nombre des ventes, ce qui est très positif dans l'ensemble. Et même, elles ont réussi à doubler leurs ventes, donc de Crazy in Love à Checkmate. En un an, si je dis pas de bêtises. Et si vous les avez suivies un petit peu comme moi à l'époque, on entendait souvent parler d'elles, et puis un jour, plus rien. Vous pouvez se demander si elles avaient flop, si ça avait un rapport avec le nombre de ventes qu'elles faisaient. Mais si on se penche un peu plus là-dessus, on remarque que c'est pas forcément par rapport au nombre d'albums qu'elles vendaient, mais plutôt à ce qu'elles vendaient. La première erreur de la JYP, c'est d'avoir beaucoup trop changé de direction artistique avec ITZY. Ils ont un peu commencé avec la era de la girl crush, plus empowerment, donc vraiment dans le moule un petit peu avec Dala Dala et Wannabe, qui était genre juste incroyable. Puis on évolue un petit peu plus sur une ère de Chai, Mafia in the Morning et Loco, genre. Pour ceux qui ont vécu cette ère, c'était vraiment... je ne saurais pas comment vous la décrire. En fait, avec cette deuxième ère, on a commencé un petit peu à s'éloigner de la petite sœur de Twice et devenir un peu plus... Je dirais pas forcément dark dans un esthétique, mais déjà un peu plus badass, un peu plus Blackpink, un peu plus aespa, qui apparaît à peu près au même moment. Franchement, je regarde ma façon, pour moi, ITZY, elle faisait de la musique comme ça. Et franchement, ça a le même goût. Si vous êtes à Bruxelles, passez au Ancré, prenez un UB citronnade. Et je vous promets, c'est pour moi, cette era, elle a ce goût-là. Si je devais mettre un goût dessus. Bref, on s'en fout de ce que je raconte, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, déjà à partir de ce moment-là, la fanbase a été divisée un petit peu en 2 camps. Il y a eu tout le côté qui était en mode full petite sœur de Twice, les girl crush qui sont genre adorables, un peu lisses, un peu douces. Et d'un autre côté, en fait, on a eu, je vous ai dit un petit peu cette
cette girl power en fait. On n'était plus sur le girl crush, on était sur une girl power avec cette deuxième era. Et ça a un peu divisé les gens. Moi je sais que c'est à ce moment-là que je les ai connus et que je les ai aimés. C'est ma era préférée de ITZY. Et en fait on aurait pu se dire que la JYP aurait dû continuer un petit peu sur ce champ-là. Mais non, ils ont sorti Sneakers. Je vous laisse écouter. J'ai même pas envie de trop me pencher sur le son. C'est pas une mauvaise chanson dans l'ensemble, loin de là, c'est juste que ça ressemble à une collaboration commerciale. Et moi, je comprends pas l'intérêt d'avoir sorti ça après Loco. Après, on va dire tout ce rolling out, j'ai pas compris. Très honnêtement, j'ai pas compris. Mais je me suis dit, tranquille, je vais passer l'éponge dessus. Ce n'est qu'une phase, ce n'est que peut-être une collaboration. Après, elles ont sorti Cherries, qui était un album un peu retour aux sources. Donc, j'imagine pour capter quelque part les fans de la première heure. Donc, cette era girl crush, moins girl power. Et puis, il y a eu Cake. Pour moi, c'était la cassure. On connaît tous des groupes de K-pop qui ont changé de BA un petit peu du jour au lendemain ou qui ont testé des trucs entre deux eras. That's okay. Et c'est ok. Je vous promets, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais la cassure, ça a été ces deux sons-là. Les gens n'ont pas compris. Moi, j'ai pas compris. Les fans de la deuxième heure comme moi, on n'a pas compris. Et en fait, visuellement, ça avait juste plus de sens. Ça avait juste plus de sens de passer de, je sais pas moi, Wannabe à Cherries, à Sneakers, à Cake, à Gold, à... Enfin, je peux vous mettre... Je vais essayer de vous coller plusieurs esthétiques comme ça, plusieurs extraits de clips, on va dire, mais ça avait plus forcément de sens. Alors musicalement, je peux pas forcément vous mettre les sons là, mais je vous invite à aller écouter les albums. Ça... Il n'y a pas forcément de ligne directrice, on sent pas. En fait, on sait plus ce qu'on écoute. On sait pas ce qu'on écoute, on sait pas qui on écoute, on sait pas qui est ITZY en fait. Et malgré ça, elles ont quand même réussi à faire le million de ventes avec cet album. Et avec la même année, il me semble, Checkmate. Il me semble que ouais, c'est tous les deux en 2022, donc ce qui n'est plutôt pas mal, on est bien d'accord là-dessus. Là, on parle vraiment pas de succès commercial, mais plutôt de succès social qui a été passé comme ça, genre. À la base, c'était censé être comme ça, mais en fait, là, ça... Voilà, j'essaie de faire un graphique, c'est horrible. Voilà, enfin, ça a pas forcément pris socialement. Et il me semble que juste l'année d'après, elles ont sorti Born to Be, qui est un album retour aux sources, encore finalement, mais du coup retour aux deuxièmes sources, donc pour séduire les fans de la deuxième heure comme moi, qui les ont découverts avec Mafia, etc. Et Born to Be, franchement, c'est un super album. Il me semble que c'est dans cet album-là qu'elles ont commencé à faire des titres en solo, mais ça a pas pris, ça a genre pas pris, parce que les fans étaient déjà partis, les fans étaient déjà séduits par des groupes qui restaient constamment fidèles à leur BA. Et en fait, elles sont revenues avec un concept un peu plus badass, un peu plus... voilà, il me semble qu'il y a des Vampire dans le... Il me semble qu'il y a le titre Vampire dans le même album. C'était vraiment un super bon album. Il me semble que c'est dans cet album qu'elles ont commencé à faire des titres solo. Vraiment super intéressant comme album, mais ça n'a pas pris parce qu'en fait, il avait pour but de séduire les fans de la deuxième heure comme moi, de la deuxième era comme moi. Mais... on était absents, on était en train de stan des groupes comme Blackpink, comme aespa, comme peut-être même G-Idol, des groupes qui sont fidèles constamment à cette direction artistique qu'ils imposent. En fait, à la fin, on ne savait plus qui on écoutait, il n'y avait plus la patte de ITZY. ITZY, elles avaient une certaine patte dans la première et dans la deuxième era. On pouvait se dire, ok, la deuxième era, c'est une évolution, mais quand cette troisième era-là, elle est arrivée, on s'est dit, mais en fait, on ne sait pas qui on écoute. Ils n'ont pas su, en fait, on va dire, pendant cette troisième era, ils n'ont pas su s'identifier, on va dire, à ITZY. Ce qui fait que Born to Be ne fera que 580 000 copies, ce qui est moins de 60% que Kill My Doubt, qui n'avait déjà pas dépassé le million. Alors, c'est pas catastrophique, on entend bien, mais... pour un groupe de la JYP, pour un groupe qui a fait le million 2 fois la même année, 2 fois la même année, c'est une idée de faire ça, c'est une idée de faire des stats comme ça. Et récemment, ils ont sorti un album qui s'appelle Girl We Be Girls. Girl We Be Girls. On pourrait se dire, ok, Girl We Be Girls, period, girl. Non. Non, 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 non. Non. C'est pas ça. Genre, pour moi, cette era, c'est un peu du... Je sais pas moi, du Taylor Swift pré-mâché, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai un peu trop la rage parce que
tu nous sors un truc comme ça maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que moi maintenant, supposons que j'ai découvert avec Born to Be, je suis censée faire avec Girl We Be Girls? Je vous mets juste le teaser, je pense pas que je peux vous mettre les sons ici, mais je vous mets juste le teaser de l'album et je vous mets le teaser de Born to Be et je vous mets le teaser de Girl We Be Girls. What the fuck is that? What the fuck is that? What the fuck is that? Carrément j'avais une lunette. What the fuck is that? Moi je comprends pas. En fait, voilà, je dis pas que c'est mauvais, les goûts et les couleurs se discutent pas, mais c'est juste que JYP, on sait pas ce qu'ils font. On sait pas ce qu'ils font, on va dire, avec ça. Et pour moi, ils peuvent pas se permettre de changer constamment de DA, surtout dans une génération où il y a genre 1 milliard de groupes de K-pop connus. Et ça, il me semble que il y avait un TikToker assez célèbre qui en avait parlé. Il y a une époque où dans la K-pop, t'étais le groupe number one ou rien. T'étais le groupe le plus connu ou rien. Et c'est comme ça qu'il y a plein de groupes qui ont un petit peu sombré dans l'oubli alors qu'ils étaient hyper talentueux. Pour moi, il a la chance d'être dans une génération où tout le monde peut avoir son fave. Tout le monde peut avoir son groupe fave et pour moi, la JYP n'exploite pas ça. Genre, tu peux être le number 3 de, je sais pas moi, du top 3 ou du top 5 ou whatever. Et en fait, tu peux continuer d'exister, mais en fait, tu dois marquer ta position en tant que number 3, ou number 2, ou number 1, ou number 5. Peu importe. Pour moi, genre, tu dois marquer ta DA, tu dois marquer ton empreinte. Et en fait, la JYP, ils sont en train de passer complètement à côté de ça. Et là, je parle au présent parce que j'ai toujours un petit peu d'espoir par rapport à ITZY, vu qu'il me semble qu'il en reste encore quelques années avant de soit de renouveler leur contrat, soit passer en solo. Il y a déjà Yeji qui a essayé de faire un projet en solo. C'était un flop. Après, ils l'ont sorti quand? Le même jour que, il me semble, le comeback de Lisa. Hello, non, de Jennie. Hello. Alors que Jennie, genre, elle a fait un raz-de-marée, elle a tout raflé. Guys, what is not clicking? What is not clicking, Steven? What is not clicking? Oh my gosh. Mais bref, c'était en fait, c'est dur à voir. Moi, je trouve que c'est super dur à voir parce que je suis sûre qu'il y a des Blink qui sont également des MIDI et en fait, genre, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on choisisse. Enfin, bref, je trouve ça débile. Je trouve ça vraiment stupide. Voilà. Moi, je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vais m'énerver. Donc, le prenez pas mal. Si je commence à créer, c'est pas sur vous que je crée, c'est sur la JYP. De toute façon, la JYP, on va en reparler juste après. J'ai encore un peu espoir en ITZY. C'est pas un groupe qui est mort. Il faudrait juste que la JYP se positionne une bonne fois pour toutes et qu'ils arrêtent de se baser sur le succès de l'album précédent s'ils savent qu'ils vont faire un album différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le marché en fait, c'est pas le marché de Clingy, genre what the fuck. Commencez à stand on business. You know what I'm saying? Je trouve que c'est ça le problème avec les managers de ITZY parce que je suis souvent là à dire la JYP, mais c'est sûr que c'est une question de management, de qui exactement gère ce groupe-là. Et ouais, genre, il faut juste stand on business. I mean, je comprends pas. C'est à moi de vous dire ça? C'est peut-être à moi de vous dire ça. Effectivement, commencez à taguer la JYP dans les commentaires. Ok guys, c'est la Dulce du montage. À la base, j'étais censée encore parler de 21 dans cette vidéo, mais en fait, je vois que ça commence à faire un peu long. Alors au lieu de continuer à taper sur les points négatifs de certaines agences, je préfère vous donner des contre-exemples parce que c'est pas impossible de justement bien faire son travail. Hello. Donc je vais vous donner des exemples de groupes qui se sont inspirés des erreurs, donc qui ont succeed, I guess. C'est la meuf trop anglophone, trop relou. Qui ont réussi là où ces groupes-là ont échoué. Alors comme ITZY, c'est encore un groupe d'actualité, je peux pas trop taper sur elles, sachant que là elles ont fait un dernier comeback qui est juste phénoménal. Évidemment vous savez que moi étant une fan de la deuxième heure, ça ne pouvait que me plaire, donc franchement, et je vois que ça prend assez bien, je vois que les retours sont bien, le nombre de vues c'est incroyable, c'est une période creuse où il n'y a pas énormément de comeback dans l'industrie, donc elles sont vraiment en train de prendre leurs aises, elles sont vraiment en train de prendre de la place, c'est génial, la choré, le clip est incroyable. Je vous mets un petit extrait. Elles sont récemment revenues avec Tunnel Vision. C'est juste génial. Pour moi, c'est juste génial. C'est un bop. Alors, je sais pas encore si je vais saigner la musique de fou. Et le clip est à 29 millions de vues alors que ça fait moins de 10 jours qu'il est sorti. La chorégraphie, elle est à 1 million de vues alors que ça fait une semaine tout pile qu'elle vient de sortir. Donc, c'est juste génial. Enfin, elles ont d'aide. La musique est bonne. Les visuels sont géniaux. Ça, c'est sûr que ça précède un album. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Si la vidéo elle sort pas d'ici là, je vous fais un update. Mais à l'heure où je suis en train de faire cette voix off, parce que du coup la vidéo je l'ai tournée quand même il y a un mois, plus d'un mois. Voilà.
Voilà. Là maintenant, voilà, je sens que là, tu vois, et tout, là, mais vous voyez, ils sont encore en train de faire le yo-yo. Ils sont encore en train de teaser une certaine era pour en dévoiler une autre. Ils sont encore en train de... Ils veulent pas s'améliorer par rapport à ça. On espère qu'ils vont stand on business, as I said. Mais on kiffe de fou en fait. Pour moi, le contre-exemple de ITZY, je pourrais pas dire que c'est un contre-exemple parfait parce que ITZY c'est un groupe encore en actualité, on sait pas comment elles vont terminer. Mais pour moi, le groupe qui a bien réussi à se manager, à contrario de ITZY, c'est aespa. Alors je sais que entre les Midzy et les fans de aespa, c'est pas tout beau tout rose. Dosé s'il vous plaît, moi je veux que tu puisses love dans mes commentaires. On est forcé de constater que la SM, ils sont tellement forts pour créer des groupes visuels, pour créer des directions artistiques claires, une ligne directrice claire, un bon fil rouge. Et en fait c'est ce que je reproche à la JYP, ce que j'ai reproché à la JYP pour ITZY, aespa. On a beau dire ce qu'on veut par rapport à elle, je sais qu'il y a plein de personnes qui les trouvent pas si talentueuses que ça, il y en a qui trouvent que c'est juste un groupe visuel. Peu importe ce qu'on en pense, aespa, elles ont une identité visuelle. On ne peut pas dire le contraire. Elles ont une DA claire qui se suit, même si on est en train de tendre vers quelque chose de nouveau. C'est cohérent. C'est cohérent que ce soit Drama, que ce soit Waysplash, que ce soit récemment Richman, et même quand on repense à leur premier succès, Next Level, même si elles sont plus dans ce truc-là de... meuf IA, un peu genre... elles ont un peu été brandées dans un mood groupe de meufs futuristiques, un peu badass, mais un peu dans un monde post-apocalyptique, alien, etc., etc. Mais ça reste des meufs badass. Vous voyez ce que je veux dire? Même si là, elles sont en train de tendre vers quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, un peu plus réaliste, elles restent sur cette même ligne directrice. Ce qui fait que la hype continue de suivre et l'intérêt du coup pour aespa continue de monter, là où celui de ITZY peut descendre, comme là je vous le mets en comparaison dans ce graphique, alors que c'est un groupe qui a commencé à peu près au même moment. Pour le deuxième groupe, on va parler d'un groupe moins connu mais qui reste l'un de mes préférés, j'ai nommé Mamamoo. Alors c'est toujours un girls group qui est composé de Solar, Moonbyul, Wohin et Hwasa en 2014 sous RBW Entertainment. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais et si c'est pas le cas, on va juste l'appeler la Rainbow Entertainment. Franchement, pour l'époque et même encore aujourd'hui, il me semble, c'est une petite agence à côté des monstres que sont la SM, YG et la JYP Entertainment. Enfin, c'est rien à côté. Mais force est de constater qu'en fait, ils avaient le flair parce qu'ils ont quand même dégoté 4 meufs qui, au début de leur carrière, qui se distinguent par leur niveau de performance vocale, performance scénique, à tel point qu'on les a très vite appelées les vocal queens. Mais aussi parce que du coup, elles avaient un concept hyper varié qu'on ne retrouvait pas forcément dans les codes de la K-pop classique à l'époque. Mais du coup, ça, on en reparle après. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu Mamamoo, c'est ça.
En réalité, Mamamoo, c'était un petit groupe de K-pop avec une fanbase solide. Et ça, on le voit à travers les chiffres. En 2017, avec leur album Purple, elles font 67 000 ventes. En 2018, avec Red Moon, elles font 90 000 ventes. En 2019, avec Reality in Black, elles font 124 000 ventes. Et en 2020, qui est genre le prime, 174 000 ventes en Corée. Et il me semble plus de 317 000 ventes si on les combine aux ventes chinoises. Ce qui est énorme, c'était vraiment le prime de leur carrière. On va dire que le prime de leur carrière, elles ont réussi à vendre à peu près 500 000 copies. Ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal pour un petit groupe qu'on considère vraiment genre entre guillemets intramuros. Ça paraît petit comme ça, mais pour cette agence, pour Rainbow, en fait, c'est énorme. C'est vraiment énorme, sachant qu'il me semble qu'à l'époque, l'agence n'avait pas d'autres succès. Donc Mamamoo, c'était un peu genre le faire-valoir de l'agence. Et on pourrait se dire, ok, le prime, c'est 500 000 copies, c'est pas énorme. Mais je vous parle quand même d'un groupe qui, en 2018, pouvait s'asseoir à la table de BTS, Blackpink et Twice pour l'Awards de l'artiste de l'année. Le même soir, elles étaient nommées dans la catégorie chanson de l'année pour Stay Night, Fake Love de BTS ou de Blackpink. Et toujours dans la même cérémonie pour l'Awards de l'icône mondiale, toujours à côté de BTS, Blackpink, Twice, Seventeen, GOT7 et Monsta X. Genre c'est pas votre titre en fait. Mamamoo, c'est tellement pas vos titres. Faut tellement pas play avec mes girls. Genre, en fait, je pourrais continuer comme ça, mais c'est juste pour vous montrer que Mamamoo Prime, c'était pas n'importe qui. Moi, je pense que Mamamoo aussi, c'est un groupe qui a été pensé pour séduire les Coréens. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler un peu plus. C'est un petit peu comme Netflix qu'ils ont fait quand ils sont un petit peu attaqués au drama coréen. Les gens qui regardent des dramas coréens depuis belle lurette le savent. Il y a eu deux éras. Il y a eu un petit peu la éra où la Corée produisait des dramas coréens pour les Coréens. Et ensuite, il y a eu la éra où ils ont commencé à produire des dramas coréens à destination d'un succès mondial. Moi, j'ai pas vécu. Moi, je fais partie de la catégorie mondiale, mais les gens qui regardent des dramas coréens depuis super longtemps, et même, il me semble que quand vous regardez She Was Pretty, quand vous regardez un petit peu des dramas à l'ancienne comme ça, vous vous rendez compte que c'est pas tourné de la même manière, c'est pas la même chose. Et moi, je pense que l'agence, c'est ce qu'ils ont vu en Mamamoo dès le départ, ce qui a bien fonctionné. En fait, elles n'ont pas réussi cette transition-là que du coup les dramas, plusieurs groupes de leur génération ont fait. On pourrait dans un premier temps se dire que c'est parce que l'agence, c'est une petite agence qui n'a pas forcément les moyens. Mais en 2020, avec l'album Travel, Mamamoo, elles ont genre tout raflé. Elles étaient prêtes à conquérir le monde parce qu'elles avaient déjà conquis l'Asie. Elles avaient déjà conquis l'Asie. Conquis, bref. Pas cocu en tout cas. Je suis trop chiante. Mais il y a eu plusieurs petits soucis qui ont fait que leur ascension vers la gloire, elle a été un peu stoppée. Alors on pourrait commencer à parler de scandales, mais on n'est pas là pour ça. Je suis pas là pour ça en tout cas. Ou alors le fait que, je sais pas moi, l'agence peut-être n'avait pas assez de moyens. On pourrait résumer toutes ces petites erreurs à un projet d'internationalisation qui a été raté parce qu'elles n'ont pas réussi à connecter avec leurs fans internationaux. On pourrait dans un premier temps vous dire que c'est l'agence qui les a pas promus à l'étranger, parce que je suis d'accord avec vous, mais le truc c'est que là on est en 2020, on est en plein Covid, la K-pop commence à avoir une petite montée en puissance et Mamamoo fait partie des groupes qui ont aussi eu droit à leur petite exposition. Et en fait, à un moment où toute la communication des groupes se faisait par live TikTok, Instagram ou VLive et tutti quanti, il y a une nouvelle génération de K-pop stans en fait qui sont apparus. Donc les K-pop stans post-Covid, littéralement. En fait, ils n'étaient pas habitués à devoir stan des groupes dans une autre langue qu'ils parlaient. Je m'inclus totalement dans ces fans-là. Moi, je parle anglais, mais je comprenais pas en fait pourquoi il y avait des groupes qui voulaient viser l'international sans pour autant parler anglais. Et moi, je comprenais pas le principe de devoir traduire un commentaire pour l'envoyer sur VLive, pour que mon artiste voit ce que j'ai à dire. Pareil sur Instagram, pareil, peu importe partout. Et en fait, ça a dû être frustrant pour certains fans qui préféraient juste, on va dire, connecter avec des gens qui parlaient la même langue qu'eux. Et là, il y en a qui vont me dire que j'abuse. Enfin, les OG K-pop stans, ils vont me dire que j'abuse. C'est à ce moment-là, en fait, que vous remarquerez que de 2021 à peu près à 2024, il y a énormément de groupes de K-pop qui ont commencé à devenir bilingues. Je parle pas forcément de faire des projets en anglais, c'est fait. Mais je parle pas forcément de projet en anglais ou communication en anglais. Je vous parle vraiment
d'idoles qui ont commencé eux-mêmes à parler anglais et à s'adresser à leurs fans en anglais, sans pour autant lire je ne sais quoi, non, en live, de manière hyper spontanée. Ça a donné envie à certains fans d'écouter ces gens-là. Moi, je me souviens qu'à l'époque, P1 Harmony venait d'apparaître et ils avaient sorti un EP comme ça, et parce que Kiho parlait super bien anglais, il y a eu pas mal de bonnes stats, moi y compris. Je sais que j'ai écouté cet EP parce que j'arrivais à m'identifier à ce groupe-là, étant donné qu'ils étaient anglophones pour la plupart. Maintenant, ils le sont quasiment tous, il me semble. Même au-delà de ça, il y a énormément de mèmes, de vidéos en fait qui vont apparaître où on va voir nos faves en fait se mettre dans des situations marrantes, parler d'une manière marrante, et on repartage certains clips. En fait, on a envie d'apprendre à connaître cette personne qui est drôle ou alors qui dit quelque chose d'intéressant. Moi, je me souviens que RM, c'était l'époque où il débitait de fou sur les lives, et les gens reprenaient littéralement ce qu'il disait. Les gens allaient lire les livres qu'il lisait. Et en fait, quand vous voyez un petit peu ça, vous comprenez que quand les gens se sentent identifiés à vous, ils vous donnent du succès même si vous ne faites pas grand chose à ce moment-là, ou si vous ne faites pas quelque chose de qualitatif ou de hyper marquant dans l'histoire. Genre là, si je dois prendre un exemple, BTS, je me souviens que à ce moment-là, ils ont sorti l'album B. En fait, il y a eu Map of the Soul, puis il y a eu un peu une phase comme ça. Vous voyez, la phase, pour moi, c'était un peu brumeux, je ne vais pas vous mentir. C'est un peu brumeux, quoi. Il n'y a pas eu... c'était pas des albums marqués, c'était pas des projets marqués qu'ils ont sortis, mais parce qu'on pouvait s'identifier à la limite à RM, et il me semble Jungkook qui commençait tout doucement à parler anglais, et à J-Hope aussi qui était pas mal présent sur le public international. Bah voilà quoi, et pourtant jusqu'à aujourd'hui il me semble qu'ils ne sont pas tous bilingues, mais ça a énormément aidé. Là où Mamamoo, il n'y en avait aucune qui pétait un mot d'anglais. Aucune. Hyper frustrant. Déjà qu'elles n'avaient pas forcément réussi à consolider une fanbase internationale. En 2021, elles ont sorti un EP qui s'appelle Wow et qui a fait 130 000 ventes. Soit moins 70% que Travel. Et après, elles ont sorti un best-of de leurs meilleurs sons, 60 copies. 60 copies. 60 copies. On est passé de 500 000 copies à 60 copies. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est genre presque 10% de moins. C'est une D carrément. C'est pas 10% de moins, c'est que je vais vous mettre le bon pourcentage, je suis trop mauvaise en calcul. En plus du manque de communication, on a eu un manque de renouveau parce que du coup, il y a eu énormément de groupes de K-pop qui ont commencé à prendre en puissance après le Covid. Et Mamamoo, en fait, elle restait sur leur concept de base et leur sonorité de base dans un pays et dans une génération de groupes de K-pop, donc à savoir la 4e qui montait en puissance. On commençait un petit peu à les voir dater. En fait, on commençait à les voir en mode vieille, genre, c'était en mode qui c'est vieille meuf? Comment ça c'est qui c'est vieille meuf? Mais go! Alors que c'est tellement genre les hit girls qu'elles pensaient être, c'est tellement les the girls qu'elles pensaient être. Elles étaient badass, 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 badass. Et là, en fait, elles agissaient vraiment comme si elles étaient en fin de carrière. Peut-être que c'est ce qu'elles estimaient. Mais pour moi, non, en fait. Pour moi, non. Il aurait fallu une tournée mondiale. Ensuite, un nouveau concept directement après. On pouvait s'inspirer des sons comme Gogo Bébé. Vous avez sorti un remix un peu rock and roll. C'était pas mal du tout. Ou alors un concept beaucoup plus R&B, beaucoup plus hip-hop. Ou retour aux sources, beaucoup plus jazzy. Mais il fallait faire quelque chose. Elles ne pouvaient pas rester sur ces mêmes... Update, c'est comme si je l'avais un peu pré-shot, mais elles vont revenir avec un album et une tournée, donc ça m'apprendra à poster mes vidéos avant, comme ça, voilà, on voit bien que je dis pas de conneries dans mes vidéos, pas que. Contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elles vont faire ce que je dis plus tard dans la vidéo? À voir quel concept elles vont choisir. Dites-moi ce que vous pensez qu'elles vont prendre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez qu'elles devraient prendre en commentaire. Moi, franchement, je pense qu'elles devraient essayer de faire... Elles devraient arrêter tout ce qui est retour aux sources. Nouveau concept, un truc catchy, un truc Gen Z. Elles sont pas si vieilles que ça, elles ont 30 piges. Stop of it. Pas possible. Et une collaboration forte pour les booster. Alors Mamamoo, comme je vous ai dit, c'était vraiment les vocal queens. Et il y a eu plein d'artistes à l'époque qui collaboraient avec des artistes de K-pop. Pour moi, il fallait trouver un artiste un peu mid-successful, genre qui était là, qui avait sa petite fanbase aux États-Unis ou je sais pas moi, aux UK. Et en fait, il fallait les faire collaborer. Genre franchement... fallait faire une petite collab qui aurait pété, comme je sais pas moi exemple Halsey qui avait fait une collab à l'époque avec BTS, ils ont fait Boys with Love, ça a tout raflé, alors que
c'est un son, moi je peux pas l'entendre. Boys with Love, c'est un son, je peux pas l'entendre. Mais force est de constater que ça a plu. Ça a rejoint deux publics complètement différents sur une même scène et ça a donné plus d'exposition à BTS, mais du coup c'est pas ce qui s'est passé. Il me semble qu'aujourd'hui il n'y a que Hwasa qui rencontre pas mal de succès. Là il me semble, elle vient de terminer la tournée mondiale américaine. Il me semble qu'elle est censée commencer sa tournée européenne bientôt, mais il me semble qu'elle a des soucis, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je vous mettrai un update un petit peu parce que du coup ça spécule un petit peu sur les réseaux. Solar, elle va bientôt jouer dans un film. Enfin, elle a tourné un film, qui va bientôt sortir. En ce qui concerne Bull et Queen, elles aussi elles font des projets solo, mais rien qui rencontre le succès de Mamamoo Prime. Et ça me chagrine un petit peu parce que on est vraiment passé à côté de 4 meufs qui sont extrêmement talentueuses. Je pense qu'en termes de vocal, en termes de vocalise, je sais pas si on dit comme ça, en termes de vocalise, de manière vocalement parlant, ça veut rien dire, c'était de loin le meilleur groupe de la 3e génération. Franchement, genre, venez débattre en commentaire si vous voulez débattre en commentaire, mais qui dans la Gen 3 peut se mettre à la table, vocalement parlant, de Mamamoo? Gen 4, Gen 5, je parle même pas avec eux, mais Gen 3, il y a qui peut se mettre à la table de ces go? Personne. Personne. And I stand on business. Just see me stand like that on business. I stand on business when I'm saying this. I stand on business. Je sais ce que je dis. J'ai jamais entendu un groupe féminin. Commencez pas à me ramener des groupes masculins. Un groupe féminin qui peut se taper avec Mamamoo, qui peut imiter les vocalistes de Solar. I've never saw that. Après moi je suis ouverte au débat et je suis ouverte à la conversation et tout, hein, mais faut juste me montrer. Qui, à 18 ans, peut chanter comme Solar chantait, comme Hwasa chantait. Qui peut poser comme ça? I mean, dans la K-pop, hein. Moi, c'est pas me ramener des Beyoncé et tout. Vous vous souvenez, plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que pour moi, Mamamoo, ça a été un groupe qui a été brandé pour séduire le public coréen dans un premier temps. Et c'est aussi pour ça qu'elles avaient un peu raté cette stratégie de vouloir s'exporter à l'international. Bah, pour moi, J-Idol ont totalement réussi à ce niveau-là. Pour moi, Idol, c'est un groupe qui a été conçu pour bousculer les codes de la société coréenne. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de sons un peu provocants. Et c'est aussi pour ça qu'elles font aussi souvent parler d'elles, parce qu'en fait, elles vont clairement pas être le groupe de K-pop hyper conventionnel qu'on a l'habitude de voir, surtout dans cette génération. Elles sont multiculturelles, ça faut pas l'oublier, totalement anglophones. Donc là où Mamamoo était très centrée Corée, Japon et Chine, surtout Corée et Chine, J-Idol, elles vont réussir à s'exporter et séduire une population mondiale avec un management innovant et très original. Sans parler de la manière dont elles sont hyper belles, hyper stylées, hyper talentueuses, elles sont hyper catchy, enfin, qui n'aime pas Idol? Si t'aimes pas Idol, t'es un hater. Elles ont vraiment des visuels travaillés, innovants, hyper Gen Z, hyper Gen Z friendly, hyper stylés, hyper catchy, sans parler des chorégraphies, des clips. C'est les hit girls qu'elles pensent être, et elles sont vraiment entre la Gen 3 et la Gen 4. Elles ont assez d'ancienneté pour s'imposer dans le milieu et elles sont assez récentes pour ne pas être estimées comme datées dans le milieu. Je commence à avoir là le bruit, je crois que je vais juste prendre le micro et parler comme ça parce que c'est trop bizarre, genre il y a énormément de bruit, mais je crois que là ça devrait aller au cas où il y a du bruit. Mais du coup on a parlé de positionnement pas clair, de distance avec les fanbases et de barrière de la langue. Là je vais vous parler d'un groupe. Guys, je sais pas si vous entendez le niveau de bruit qu'il y a, c'est une D genre. Les gens ils font que parler. En mode, ce que je dis, c'est pas plus intéressant que leur conversation. Hello. Anyway, du coup là, comme je vous ai dit, on a parlé de positionnement pas clair, barrière de la langue, mais là je vais vous parler d'un groupe qui n'avait rien de tout ça. J'ai nommé GOT7. Alors GOT7 du coup c'est un boys band. Alors GOT7 c'est un boys band qui débute en 2014 sous la JYP, qui se compose donc de JB, Mark, Jackson, Jin Young, Youngjae, Bam Bam et Yugyeom. Le groupe y mélange des influences hip-hop et des acrobaties dans un style énergétique pensé pour séduire le marché international. Et ça fonctionne directement à tel point qu'on les a appelés genre les nouveaux 2PM après leur single Girls. Dès le départ, ils ont eu une fanbase hyper solide dans le monde entier qui s'appelle les Agachés. Déjà, s'il y a des Agachés dans la vidéo, manifestez-vous dans les commentaires, guys. Pour moi, on est tellement le fandom le plus peaceful. Et un fandom hyper safe, hyper sain, hyper genre
Comme nous, il n'y en a pas deux, c'est une dinguerie. Genre, no shade à tous les autres fandoms, hein. Mais moi, j'ai pas vu des comme nous. Genre, manifestez-vous dans les commentaires, genre, venez, on se parle. Mais go, mes guys, je vous aime trop. C'est les Agashi qui vont faire en sorte qu'on va respecter GOT7. Et pour cause, GOT7 sont hyper talentueux. Je vous fais un rapide résumé des ventes qu'ils ont fait tout au long de leur carrière. Donc en 2014, avec Identify, ils ont fait 70 000 ventes. En 2016, avec Turbulence, explosion totale, ils ont fait plus de 200 000 ventes. En 2017, avec Arrival, ils ont fait 330 000 ventes. En 2017, avec You, ils ont fait 447 000 ventes. En 2019, avec Splending Top, juste un peu moins, mais on reste toujours sur la même tranche de vente, ils ont fait 314 000 ventes. Avec Call My Name, ils ont un peu remonté la pente, ils ont fait 418 000 ventes. Et leur record absolu, ça a été en 2020 avec DYE, ils ont fait 573 000 ventes, qui reste leur plus grand record. On peut clairement voir qu'à travers les années, ils ont consolidé une fanbase qui n'a jamais cessé de soutenir leur projet. Parce que c'est un petit peu eux qui portaient le groupe au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi je suis devenue rouge tout d'un coup, parce qu'il n'y a pas trop de soleil dehors. GOT7, c'est des mecs hyper marrants. C'est 7 mecs aussi talentueux qui la rendent, aussi divertissants que diversifiés. Et c'est surtout un groupe qui, selon moi, a osé être libre. Je trouve que c'est intéressant de vous parler de certaines spéculations qui sont et qui reflètent un petit peu la réalité des chiffres par la suite. Bon, après, ça, c'est des spéculations, mais je trouve ça intéressant de vous faire le parallèle entre ça et la réalité des chiffres et de la popularité de GOT7, parce qu'il y a un petit lien quand même à établir. La théorie, c'est que JYP lui-même, il en a eu un peu marre de ce groupe qui ose littéralement banner le PDG en live, alors que dans la même agence, on avait des artistes qui étaient bien cadrés, bien lissés, bien marketés, avec une image hyper claire et hyper lisse. GOT7, en fait, dans tout ça, ils cassaient le moule. Leur esprit libre, qui plaisait énormément aux fans internationaux, pouvait paraître un peu indiscipliné sortant d'une agence comme la JYP. Et je le précise parce qu'il y a eu des membres qui se sont plaints de la frustration qu'ils ressentaient par rapport à la mauvaise gestion, comme Jackson qui a littéralement dit qu'il gérait sa communication en Chine lui-même, ou encore JB ou Yugyeom qui laissait souvent entendre qu'il y avait des sons dans les stocks que JYP lui-même ne voulait pas sortir. C'est un peu genre l'un des seuls groupes qui a osé se plaindre de leur frustration au grand public. Et en fait, ils avaient le droit de se plaindre parce que la situation elle était clairement injuste. Il faut savoir que GOT7, ils avaient une énorme fanbase en Thaïlande, aux Philippines et en Amérique latine. Pourtant, JYP, il préférait se concentrer sur Twice et plus tard Stray Kids, mettant GOT7 en second plan. Là où l'agence pouvait promouvoir pendant plusieurs mois des groupes comme Twice ou Stray Kids, ils allaient faire la promo de GOT7 que 1 ou 2 semaines en Corée du Sud. Alors je vous laisse imaginer un petit peu à l'étranger. Et ça avait l'air de suffire malgré tout parce que les chiffres de GOT7 ont quand même connu une grande ascension, même si on se sentait un petit peu vers la fin. Il y avait un peu des points de stagnement, si on peut dire ça comme ça. Il n'y avait surtout aucune stratégie internationale structurée pour les faire percer à l'international. Alors qu'en parallèle, quand ils faisaient des tournées, ils remplissaient des arènes en Europe, en Amérique et en Asie du Sud-Est. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs, ce qui est toujours le cas en Asie du Sud-Est. Et du coup, il y a eu peu de promos internationales, très peu de collabs, pas de grands partenariats avec le groupe. Et on pourrait se demander si c'est un manque de moyens ou de fonds ou quoi que ce soit, mais pas du tout. On parle de JYP qui est une très grosse agence et qui n'est pas à sa première génération de succès. C'est quand même la 3e génération où ils ont de gros talents extrêmement connus et qui font énormément de ventes. Et juste, il faut savoir que Twice et GOT7, ils ont débuté à peu près au même moment. Ils ont d'ailleurs à plusieurs reprises montré qu'ils se connaissaient, qu'il y avait une énorme amitié. Il y a eu des apparitions des deux groupes dans leurs clips respectifs. Mais on sentait qu'il y avait une différence de traitement entre Twice et GOT7. Et en fait, ça m'a rappelé une vidéo que j'ai vue dernièrement sur TikTok. Je vais vous mettre l'extrait. Et je pense qu'on peut clairement dire que, certes, JYP, ça a été le père de Twice, mais vraiment le papa de ces 9 jeunes femmes. Mais ça a été un monstre en ce qui concerne GOT7. Ça, on ne saura jamais vraiment pourquoi. Et les fans, ils ne sont jamais cachés pour montrer que
En fait, on avait compris. On sait que c'est JYP, on sait que c'est toi le problème. Et en plus de tout ça, JYP limitait littéralement le talent des artistes de GOT7, comme JB, Youngjae, Jin Young et Yugyeom, qui eux sont compositeurs et producteurs, mais l'agence ne les autorisait pas à sortir des sons dans les albums officiels. Ils ont dû du coup publier leur musique en solo sur SoundCloud. Sur SoundCloud. Dingue. Moi je trouve ça dingue. On parle de GOT7. Moi je pense que JYP, même après le fait qu'ils aient fait presque 600 000 ventes, il a complètement raté la stratégie de GOT7 parce qu'il a négligé le pouvoir et le potentiel de GOT7 à long terme, alors que bien managé, GOT7 ça aurait pu être BTS. J'aime pas comparer, mais c'est la vérité, il faut dire ce qu'il y a. Et franchement, si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi quand même votre avis en commentaire. Je trouve ça intéressant d'avoir les avis des uns et des autres. Ça reste un groupe hyper talentueux et avec une fanbase quand même assez conséquente, ce qui fait que le single Nanana en 2022 a quand même été numéro 1 dans 71 pays, et il me semble que l'album a été numéro 1 dans 83 pays, qui est vraiment pas rien. Il faut savoir que c'est un groupe qui est indépendant depuis 2021, ils ont quitté la JYP, et en 2025 ils sortent un EP qui s'appelle Winter Heptagon. Déjà quand je vous dis EP, vous savez déjà 180 000 copies. Je crois que j'ai pas trop parlé parce que ça devient dangereux un petit peu ces derniers jours d'avoir la bouche. Voilà, on n'a pas envie de finir comme un certain sénateur républicain. Voilà, le flop de ce groupe, c'est criminel. C'est criminel. Le contre-exemple parfait que je trouverais pour GOT7, en réalité, ça va surprendre personne dans un premier temps, évidemment que le nom du Stray Kids va ressortir dans cette conversation. Pour moi, quand Stray Kids est arrivé et que GOT7, ils étaient en train un peu de les faire dégager de l'agence, les managers de Stray Kids, ils ont vraiment tiré toutes les leçons qu'il y avait à tirer du management de GOT7 et l'ont refait sur Stray Kids. Dites-vous que, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je me renseigne, il y a des directeurs, des chorégraphes et des directeurs exécutifs qui ont travaillé avec GOT7, qui ont travaillé également avec Stray Kids. Donc on sent que clairement ils se sont dit ok, on va refaire une version 2.0 d'un boys band et cette fois-ci on va pas faire les mêmes erreurs qu'à l'ancienne. Donc on voit que le succès a été au rendez-vous. Stray Kids ça reste un groupe mais phénoménal jusqu'à l'heure actuelle. Un deuxième contre-exemple que je pourrais donner pour moi c'est 80s, tant dans la manière dont ils vont avoir une identité visuelle, musicale et même scénographiquement parlant. Je sais pas si j'invente des mots depuis le début de cette vidéo, mais that's okay. 80s, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose. Bon après, 80s c'est déjà beaucoup plus dark, beaucoup plus badass sur certains sons, bien évidemment. C'est sûr que entre une era et une autre, voilà. Et puis c'est un concept totalement différent aussi. C'est pas, enfin il y a une histoire si je dis pas de bêtises. Shout out à leur agence, franchement ils ont dès ça par rapport à la manière dont ils sont inspirés du concept pour définir leur discographie. Mais donc voilà, 80s aussi c'est énormément, je dirais pas qu'ils sont inspirés, mais tant dans le management et dans la manière dont le groupe il est géré, parce qu'on peut pas dire que 80s c'est pas un groupe drôle, on peut pas dire que 80s c'est pas un groupe qui est proche de sa fanbase, on peut pas dire que 80s c'est pas un groupe complètement bilingue par rapport à tout ce que j'ai dit, exemple avec Mamamoo. 80s a fait le taf. 80s font le taf. 80s feront le taf. En fait, tout ça pour dire que c'était pas impossible de faire réussir GOT7. Il aurait juste fallu que le management soit maîtrisé dès le départ. Mais bon, après, on pourrait faire un monde avec des si. C'est juste pour que vous visualisiez un petit peu à côté de quoi on est passé. Parce que dans quelques années, ce sera genre comme 2PM. 2PM, là, 2PM. Mais moi, j'étais pas là. Hein. Enfin, s'il y a des OG de la K-pop dans mes commentaires, manifestez-vous. Parce que moi, je suis une K-pop stan Gen 3. C'est vrai que j'ai pas tout le temps la vision sur les premiers groupes de la première génération. Et même ceux de la deuxième gen. Alors que c'est eux qui ont inspiré les groupes actuels qui inspireront les groupes futurs quoi. C'est un peu la fin de cette vidéo. Je sais pas sur quoi terminer. La conclusion, c'est surtout que en fait tu peux être une agence qui a des millions voire des milliards et faire en fait et avoir les meilleurs talents du monde, mais si tu manages vraiment pas bien un groupe, ça peut être une catastrophe. Sachant qu'un groupe c'est plus deep qu'une marque. Un groupe, il y a des êtres humains derrière. Même s'il y a une énorme aliénation de la part des agences, il y a une énorme je sais pas moi, robotisation et déshumanisation de la part des agences sur certains points. Non, on peut pas gérer une agence comme ça, on peut pas gérer des groupes comme ça, on peut pas gérer des groupes comme si c'était juste des cartes et tout.
ouais, enfin, parfois, juste, la stratégie, elle doit évoluer, elle doit changer. Et c'est pas ce qui a été fait pour certains groupes, ce qui est totalement dommage, parce qu'on passe à côté de groupes qui auraient pu marquer l'histoire. Mais au lieu de ça, voilà, parce que je suis désolée, Mamamoo, elles auraient eu beaucoup plus de succès. Aujourd'hui, on n'aurait pas des gens qui font n'importe quoi vocalement sur scène. Hello, tu fais combien d'années de training pour que dès qu'on te donne un micro, ta voix elle divague comme ça? Je tape sur personne. Pour moi, c'est pas la faute des artistes, c'est la faute des agences. La plupart du temps, tous les artistes qui sont dans ces agences sont extrêmement talentueux. C'est vraiment pour moi la faute des agences. Voilà. Mais on commence à voir qu'il y a des systèmes de management qui sont un peu spéciaux et qui fonctionnent bien. Moi, je trouve que Aespa fonctionne très très bien. Là, dernièrement, il y a All Day Project c'est intéressant de remarquer comment leur stratégie, elle est faite, notamment avec Tarzan. Non pas que je kiffe Tarzan ou quoi que ce soit, mais moi, j'aime bien la manière dont ils ont vu que la communauté noire, ils n'allaient pas laisser encore quelqu'un les disrespect. Ce qui fait que là, Tarzan, il me semble que pendant genre 1 mois, il avait que des cornrows et que du jour au lendemain, le mec, il a commencé à lâcher ses cheveux, il a compris. Il est allé sur un truc où il faisait un peu le mec de style en mode à l'américaine, en mode New York, what's up? Il était un peu en mode type, je vous mets un petit peu des parallèles. Et il a fini du coup par aller sur plus une esthétique en mode opium, en mode je suis un Asian boy, mais genre je reste Asian at the end of the day, you know what I'm saying? Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool que maintenant il y ait des agences qui analysent un petit peu ce que les fans internationaux ont à dire sur leur groupe, parce que maintenant on est dans un monde, on est dans une génération de K-pop où l'international a plus de pouvoir que le local. Là où la 3e gène, c'était vraiment le local qui poussait. Donc voilà, moi c'était une longue conclusion. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. C'est la première que je fais en face cam. Je bégaye beaucoup. Et je parle beaucoup aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. N'hésitez pas à me dire si le cadre vous plaît. Là, je suis dans mon café préféré. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de bruit autour de moi. Là il ferme dans 10 minutes. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Et voilà, Tu veux dire bonjour? Yo, salut. T'inquiète, je fais la conclusion et je coupe tout. Ouais, ça marche. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Je sais pas de quoi je parlerai. J'aime la mode, j'aime la musique, j'aime la K-pop, j'aime le cinéma. J'aime parler et analyser tout ce que je vois. Donc on verra bien de quoi je parle la prochaine fois. Je suis très rouge comme ça, donc je vais me rapprocher comme ça. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo.